Écoutez, s'il y a des collègues qui nous rejoignent, non mais on va y aller parce qu'après, même autour de la table, je sais que j'ai une collègue qui va peut-être nous quitter pour rejoindre la séance. Voilà. Bien, mes chers collègues, nous poursuivons donc les travaux de notre mission d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants synthétiques durables et hydrogène vert par l'audition de M. Boris Ravignon, président par intérim du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. M. Ravignon est accompagné de M. David Marchal, directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes. Alors cette réunion, c'est pour ça que je suis introduit comme ça, cette réunion est captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat, sur lequel elle pourra ensuite être consultée en vidéo à la demande. Monsieur Ravignon, je rappelle que vous avez été nommé président du conseil d'administration de l'ADEME le 22 décembre dernier, à la suite du départ de votre prédécesseur, monsieur Arnaud Leroy. Cette première nomination, faite à l'issue d'auditions par les commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à la procédure prévue par l'article 13 de la Constitution, valait pour la durée du mandat de votre prédécesseur restant à courir. Le conseil d'administration de l'ADEME vient d'être intégralement renouvelé par le décret du 3 mars dernier et vous êtes à nouveau proposé par le président de la République pour exercer les fonctions de président du conseil d'administration de l'agence. Vous serez donc entendu de nouveau prochainement par les commissions parlementaires compétentes, en l'espèce au Sénat par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. C'est pour cette raison que nous vous entendons aujourd'hui en tant que président par intérim. Je rappelle également que vous êtes maire de Charleville-Mézières et président d'Ardennes, métropole depuis 2014, et si j'ai bien lu, amoureux des Ardennes. C'est d'ailleurs en tant que maire de Charleville-Mézières que vous siégez désormais au conseil d'administration de l'ADEME, alors que vous l'étiez les mois précédents en qualité de représentant de l'État. Vous avez aussi été vice-président de la région Grand Est, en charge de l'économie, des fonds européens et de la commande publique de juillet 2021 à décembre 2022, et conseiller général des Ardennes de 2008 à 2015. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur exécutif adjoint, notre mission d'information comprend 23 membres, tous retenus en séance, presque, issus des différentes commissions et représentant l'ensemble des groupes politiques du Sénat. Avec mes collègues, nous sommes convaincus de l'enjeu que représente le développement des filières de biocarburants et de carburants synthétiques durables et hydrogène vert, tant pour la capacité de la France que pour l'Union européenne à atteindre l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050, que pour notre souveraineté et la compétitivité de notre économie. L'ADEME joue un rôle essentiel dans la conduite de la stratégie de l'État en ce domaine. Elle soutient financièrement, par le biais d'appels à projets, de nombreuses actions. Je pense par exemple aux 14 nouveaux lauréats de l'appel à projets sur les écosystèmes territoriaux hydrogène, opérés par l'ADEME, qui ont été dévoilés dernièrement. Je pense également aux appels à projets relatifs aux biocarburants conventionnés comme avancés. Je pense enfin aux appels à projets liés au plan de relance et d'investissement. L'agence est également dotée d'une expertise propre et certaines de ces publications portent notamment sur l'impact des différents scénarios de développement de biocarburants. Elle noue enfin de nombreuses relations avec les collectivités territoriales, sujet qui intéresse évidemment tout particulièrement notre Assemblée, le Sénat. Votre analyse nous sera donc précieuse pour apprécier les enjeux liés à la décarbonation des transports, pour identifier les forces et les faiblesses des actions déjà menées, mais aussi pour cerner les éventuels freins au développement de filières souveraines permettant à la France et plus largement à l'Union européenne d'atteindre les ambitions objectives qu'elles ont définies.
Notre rapporteur, M. Vincent Capo-Canellas, vous a adressé un questionnaire qui peut servir de guide, mais vous l'envisagez librement, comme vous voulez, votre propos introductif. Je passerai éventuellement la parole à mes collègues, mais je passerai tout de suite la parole, après votre intervention, à notre rapporteur. Et les questions que notre rapporteur vous a envoyées, vous pouvez nous transmettre ultérieurement les réponses par écrit à ces questions. Monsieur Ravignon, je vous cède la parole, on va dire pour une quinzaine de minutes. Voilà. Effectivement, même si on s'entend bien à cette distance, je pense que pour l'enregistrement, ce sera mieux effectivement que le micro soit allumé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste peut-être une précision pour vous indiquer, puisque je crois que la date vient d'être fixée, que l'audition par la Commission du développement durable et de l'aménagement du Sénat devrait se faire le 12 avril prochain, je crois, pour la renomination. Voilà, ça vient tout juste d'être fixé à nouveau. Il y a un sujet de coordination naturellement avec la commission équivalente de l'Assemblée nationale. Et donc effectivement, l'ADEME, vous le rappeliez, effectue ce travail d'éclairer l'avenir, d'éclairer les trajectoires de notre pays et à réalisé il y a maintenant, la première publication c'était fin 2021 je crois, un très gros travail d'analyse, de prospective qui s'appelle Transition 2050, qui s'efforce effectivement d'imaginer différents scénarios nous permettant tous d'atteindre, c'est le point commun des 4 scénarios qui sont identifiés, nous permettant d'atteindre effectivement la neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors ces travaux ont été depuis complétés par l'édition d'un certain nombre de feuilletons et puis d'autres encore qui sont à venir. C'est très largement les services placés sous l'autorité de David Marshall qui travaille sur ces éléments-là et les publie. Et donc on a un feuilleton qui avait été très attendu sur le mix électrique. Et puis là, on s'apprête à publier, je crois, des éléments sur les matières premières, puisqu'il y a, et on va y revenir, derrière les choix qui sont faits sur le plan énergétique, une question forcément de disponibilité des ressources qui est tout à fait cruciale. Alors, je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense. Dans tous ces scénarios que nous envisageons, eh bien, le recours à des carburants moins carbonés que ceux qui existent aujourd'hui, une décarbonation des carburants est absolument nécessaire. Il constitue un point important de l'atteinte des objectifs, mais elle constitue ce recours n'était hélas pas suffisant. On a, pour que la décarbonation soit complète, on a un certain nombre d'autres éléments, je veux simplement les rappeler en préambule, qui figurent vraiment dans les messages importants, récurrents de l'ADEME. C'est vraiment tout d'abord de faire progresser la sobriété, y compris dans le domaine des transports, dans le domaine de la mobilité. Alors ça nous renvoie aux politiques d'autopartage, de covoiturage, voire d'encouragement au télétravail, puisque on pourra démontrer que le télétravail permet effectivement, sous certaines conditions, une économie, mais notamment une économie importante en matière de transport. Un report vers des modes de transport qui sont effectivement plus respectueux, alors qu'on les appelle mobilité active, la marche, le vélo, la trottinette, tout ce qu'on veut, et puis bien sûr aussi les transports en commun, le train, et l'amélioration d'efficacité énergétique encore des chaînes de traction des véhicules. C'est-à-dire qu'on a surtout des gains à réaliser en sobriété, en efficacité, et dans la sobriété, je mets le recours à d'autres modes de transport que le véhicule individuel ou les véhicules que nous connaissons aujourd'hui. Alors dans notre vision prospective, on a des couples véhicules carburants décarbonés qui diffèrent selon les secteurs. Je vais
rapidement les passer en revue et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, sachant que d'ores et déjà le sujet le plus compliqué, celui sur lequel la décarbonation sera la plus difficile à effectuer, c'est le secteur aérien. On aura l'occasion d'en reparler. Puis je laisserai peut-être ensuite David compléter si sur certains points il estimait que je ne sois pas allé au fond des subtilités techniques de ces sujets, et il y en a quelques-unes. Donc sur la mobilité routière légère, on s'oriente a priori plutôt majoritairement vers l'électricité batterie. Alors, cette phrase a été écrite et je la prononce au lendemain de déclarations de l'Allemagne qui tentent à remettre un peu en question le choix de la fin de commercialisation des véhicules thermiques. Pas certain que cette démarche aille à son terme et aboutisse effectivement à une remise en cause par rapport à laquelle, d'ores et déjà, l'ensemble des industriels européens, et notamment français, se sont calés et réorganisés. Donc sur la partie mobilité routière légère, on ne voit pas, nous, de place significative pour les biocarburants à l'horizon, là encore, 2050. D'ici là, on peut passer par d'autres étapes, mais à cet horizon-là, on voit plutôt effectivement l'électricité batterie. Sur la mobilité routière lourde, en revanche, il s'agit de transport ou de voyageurs ou de marchandises, on pense là effectivement qu'on a un peu tous les types de carburants alternatifs qui aujourd'hui peuvent jouer un rôle, les biocarburants liquides ou gazeux, encore un peu d'électricité batterie qui semble pouvoir exister pour certains types de transport. Et puis l'hydrogène, en tant que tel, effectivement, doit pouvoir y figurer dans les sources d'énergie. S'agissant du transport fluvial, on serait, selon nos analyses, plutôt sur une combinaison entre électricité, batterie et pile à combustible, et donc hydrogène. Dans le domaine du maritime, on voit là plutôt les besoins être assez largement couverts par les électrofuels, enfin donc les e-carburants, électrocarburants, l'hydrogène, l'ammoniac, l'électrométhane, l'électrométhanol, enfin toute une série, mais j'imagine qu'au terme de cette mission, vous serez des spécialistes de tous ces produits, compte tenu il s'agit, c'est vraiment les carburants synthétiques de demain. Et une part probablement minoritaire, plus minoritaire, mais de biocarburants, des bio-GNL et baissant notamment. On doit préciser dans notre analyse sur le transport maritime, ça s'accompagnera très certainement d'une généralisation de l'assistance vélique, donc l'utilisation du vent, qui permet, alors pas en tant que tel, qui ne suffit pas, mais qui dans certains cas, permet effectivement de soulager énormément la consommation d'énergie. Et puis peut-être aussi, il faut quand même le mentionner, d'une baisse moyenne des vitesses commerciales de circulation des bateaux. Et ça, c'est effectivement un sujet qui est probablement plus difficile à estimer dès aujourd'hui. Dans le ferroviaire, on plutôt l'impression que c'est l'électrique qui, soit par l'électrification des lignes, mais ça restera probablement limité à un certain nombre d'itinéraires, mais surtout plutôt par le train-batterie. C'est d'ailleurs ce qui fait l'objet d'une communication train léger innovant ces jours-ci d'un consortium conduit par la SNCF. C'est plutôt sur cette piste-là, de train plus léger, avec des batteries électriques pour circuler justement sur les lignes qui ne sont pas électrifiées. Et puis donc reste le sujet de l'aérien, qui de point de vue de l'ADEME est effectivement le secteur le plus complexe à décarboner. D'ailleurs, à telle enseigne que dans ce domaine, on envisage en 2050 qu'il reste du kérosène fossile dans les consommations pour des transports aériens. Par cette existence, cette subsistance de kérosène fossile, on pense qu'on sera sur une part majoritaire de carburants décarbonés, donc effectivement des biokérosènes et des électrokérosènes, qui sont effectivement donc les carburants de synthèse produits à partir d'hydrogène et de CO2.
Alors tous ces enseignements, ils sont issus, pour nous, de l'exercice, Transition 2050. Ce que je vous dis là, c'est effectivement les éléments qu'on retrouve dans ces différents scénarios. Ils incluent aussi, et ils nous paraissent être renforcés par l'existence d'ores et déjà d'objectifs réglementaires importants, notamment d'objectifs européens, d'incorporation de biocarburants ou de carburants de synthèse, et notamment pour l'aviation, où Refuel EU, sur la partie aviation, pose un objectif à 2050 d'incorporation de 85% de carburants aéronautiques durables, dont 50% minimum de dikérosène. Je crois que ça fait l'objet de la question 7 du questionnaire qui nous a été transmis, sur lequel on revient plus longuement. Alors, le contexte réglementaire qui, dans les autres domaines, n'est pas totalement stabilisé, mais dans l'aérien, un cadre qui semble fixé et donc emporter d'ores et déjà un certain nombre nous permettre de faire un certain nombre de calculs d'ores et déjà, et notamment sur ce que la consommation de ces carburants de synthèse génère comme besoin en termes de ressources. Donc là, les ressources qui sont utilisées pour produire ces biocarburants, la biomasse, le CO2, l'eau, les différences, notamment les ressources électriques, vont se trouver sur cette période, d'ici 2050, en concurrence avec un certain nombre d'autres usages et d'autres secteurs. Donc on a être vigilant sur disponibilité d'abord de l'hydrogène, qui est un intermédiaire effectivement pour tous les électrofuels, mais aussi un carburant direct, je viens de le rappeler a priori pour la mobilité routière lourde, et restera aussi un intrant pour l'industrie, un intrant matière dans un certain nombre d'activités. La biomasse, qui est un sujet qui, effectivement, je crois, nous préoccupe tous aujourd'hui. C'est la question du bouclage biomasse, la capacité, effectivement, à produire la biomasse suffisante pour tous les usages qui sont envisagés, qu'il s'agisse effectivement de matériaux de construction, de l'alimentation qui sont extérieurs à nos sujets, ou dans le champ énergétique, différentes qualités de biomasse nécessaires. Du CO2 qui est effectivement dans un certain nombre de cas recombiné avec de l'hydrogène pour produire les électrofuels, et dont la disponibilité sur les sites de besoin est tout sauf triviale. Et puis la consommation électrique, et on s'est amusé, si on peut dire les choses ainsi, à calculer ce que Refuel EU Aviation générerait comme besoin électrique, à l'horizon 2050, pour simplement tenir les objectifs d'incorporation. Derrière, donc, il y a utilisation de l'électricité, et on s'aperçoit qu'on est à entre 17 et 28% de la consommation électrique nationale. Donc, tenir aujourd'hui les engagements, les obligations d'incorporation de Refuel EU sur les électrocarburants aboutit à une consommation électrique quand même extrêmement significative, de l'ordre du quart, au moins le quart, autour du quart de la consommation électrique actuelle. Donc, je crois qu'on alerte sur le fait qu'il y a là effectivement, sur les ressources qui seront nécessaires à ces biocarburants, il va falloir déterminer finalement des fléchages d'utilisation de ces ressources, biomasse notamment et hydrogène, pour arriver à produire notamment les biocarburants, les électrocarburants qui ont vraiment le moins de substituts possible, et présentent en termes de rendement énergétique les perspectives les plus intéressantes. On peut effectivement imaginer, on peut toujours imaginer, puisqu'on n'est pas dans un monde clos, mais où des échanges sont possibles, on peut imaginer effectivement des importations d'hydrogène ou même de carburants de synthèse. Bon, c'est envisageable techniquement, mais ça rejoint les questions d'abord de souveraineté, et puis quand même aussi une capacité à tracer l'origine et le caractère réellement durable des productions qui seraient ainsi importées. Donc, on pense qu'on ne devrait pas imaginer un recours trop important ou que ponctuel, et autre que ponctuel, aux importations en la matière.
Voilà, quelle sorte est ramassé, je dirais de manière très très synthétique, un peu les enseignements qu'on peut dégager du très gros travail de prospective qui a été réalisé par l'ADEME et qui nous a aussi encore servi à répondre donc aux différentes questions qui nous ont été posées par monsieur le rapporteur. Sur les 30 questions que nous avons reçues, on s'est appliqué à répondre. Et un petit document là, qui, à ce stade, mais n'est pas encore tout à fait complet, mais fait déjà 58 pages d'éléments concrets, précis, que nous allons pouvoir vous remettre en réponse à ces différentes questions. Merci. Juste une petite précision avant de passer la parole à notre rapporteur. Vous avez dressé les différents modes de déplacement. Vous avez parlé des véhicules légers et pour les véhicules lourds. Ou j'ai pas entendu. Oui, si, j'ai parlé pour les. Oui, excusez-moi. Tout à fait. La mobilité lourde. Rappelez que biocarburant liquide ou gazeux, électrique en partie et hydrogène. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci d'abord de votre présentation et en particulier d'avoir indiqué ce qu'on peut estimer être des couples véhicules carburant décarbonés. Je pense que c'est un effort de pédagogie et de synthèse qui est louable. Alors peut-être d'abord, vous nous direz, est-ce que vous estimez que cette vision-là, telle que vous la présentez, est partagée par les pouvoirs publics ? Et est-ce que vous estimez qu'elle est assez traduite à la fois dans les textes, dans les engagements? Est-ce qu'elle est portée? Et puis ensuite, est-ce qu'elle est déclinée? Parce que la question qu'on se pose, c'est naturellement de savoir si on va être capable, alors vous l'avez venez de l'aborder d'ailleurs en partie, de constituer les filières. Est-ce que nous avons suffisamment de mécanismes incitatifs aujourd'hui? Quel est l'état des lieux? Vous-même, au titre de l'ADEME, vous pratiquez un certain nombre d'appels à projets. Est-ce que la démarche vous paraît efficace? Parce que il y a il y a plusieurs dizaines d'entreprises encore qui ont été annoncées, je crois, comme lauréates d'un appel à projet il y a quelques jours. C'était sur le domaine de l'hydrogène et il y en a sur d'autres domaines. Mais est-ce que ça vous paraît être la bonne démarche? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu du ponctuel? Et est-ce que la stratégie du pays en matière de décarbonation, s'agissant de l'hydrogène vert, des carburants synthétiques durables et des biocarburants, est-ce que cette stratégie vous paraît assez opérationnelle? Vous venez de poser vous-même d'ailleurs la question implicitement en disant qu'il y avait quand même un sujet de souveraineté avec l'idée qu'on importe. Vous avez cité tout à l'heure notamment l'aérien. On voit bien que Air France a fait des annonces. Et sur un certain nombre de carburants d'ISAF, Air France va passer des contrats avec des sociétés étrangères. Donc est-ce qu'on n'est pas en train d'échanger une dépendance pour une autre là-dessus? Bon, voilà quelques questions que je voulais déjà vous poser, mais surtout vos propres appels à projets et la démarche qui est engagée jusque-là. Qu'est-ce qui vous paraît, au vu de tout ça, manquer? Qu'est-ce que vous nous suggériez d'étudier comme piste pour rendre cette transition plus opérationnelle? Est-ce qu'il y a des transitions législatives, des évolutions législatives qu'il faudrait mettre en œuvre pour lever un certain nombre de freins s'agissant de ces filières? Et ensuite, est-ce que vous avez identifié des volumes? Bon, vous l'avez en partie abordé en disant que la conséquence, de toute façon, quels que soient les choix de filières, ça sera de produire plus d'électricité. Bon, voilà, à partir de là, est-ce que ce constat vous paraît partagé? Et quelle est la réponse qui est envisagée aujourd'hui? 25% de production électrique en plus. Est-ce que c'est à notre portée? À court terme, semble-t-il non. Et donc, quelle est la conséquence pour rendre notre démarche un peu plus efficace? Alors, je laisserai ensuite peut-être à David le soin de rentrer un peu plus dans le détail, mais je crois effectivement que les constats qu'on formule l'ADEME sont aujourd'hui partagés et alimentent les choix notamment qui sont faits sur la répartition et les appels à projets de France 2030. On a quand même aujourd'hui, je vais prendre simplement l'exemple de l'hydrogène, conscience qu'on est encore à une phase assez préalable, que tout n'est pas écrit et qu'on a le besoin de vérifier comment, par exemple, sur
c'est l'objet de l'appel à projet que vous citiez, sur des écosystèmes locaux, on sait faire fonctionner de la production d'hydrogène décarboné et avec des utilisations, tester justement les utilisations les plus pertinentes. Donc on est encore dans une phase, je crois, d'apprentissage et de construction de modèles sur l'hydrogène, mais ce que nous faisons aujourd'hui correspond aux trajectoires et aux transitions telles qu'on les envisage. Alors est-ce que ces stratégies sont suffisamment opérationnelles? Je crois qu'elles correspondent effectivement à l'état de développement aussi et de maturité de ces différents projets. Sur les carburants de synthèse, on est sauf erreur de ma part, encore beaucoup au stade de pilote ou démonstrateur. Donc on est encore sur des phases où on accompagne l'effort d'innovation des acteurs, et puis on verra effectivement ensuite comment ces différentes énergies, différents carburants de synthèse peuvent trouver leur place sur le marché. Mais je vais peut-être laisser David compléter sur ce point, notamment des appels à projets qu'on réalise et qui nous permettent à la fois d'éclairer l'avenir, c'est une partie de notre métier, et puis effectivement d'essayer d'accompagner les acteurs aux différentes phases, aux étapes, à leur stade de maturité dans lesquels ils sont, pour leur permettre de progresser. Peut-être avec l'autorisation du président pour illustrer mon propos. On entend parfois le constat suivant, c'est que l'Allemagne, sur les carburants dits de synthèse, aurait 2-3 ans d'avance sur nous, en termes de capacité productive. Et ensuite, on se dit aussi que l'Europe était partie plus tôt que les États-Unis, en termes d'objectifs, mais finalement, maintenant, serait rattrapée, parce que, après tout, les États-Unis ont moins de complexité et se sont dotés de mécanismes incitatifs, alors que nous, on est plutôt dans des mécanismes de taxation. Voilà. Alors, ce sont parfois des opinions qui se discutent ou des clichés, mais je vous inviterai volontiers à réagir. David, si tu... Pour reprendre sur ce point-là, en ce qui concerne les carburants, on est sur un dispositif en France qui a une obligation d'incorporation, donc qui est sur les biocarburants, à la fois biocarburants de première génération et de seconde génération. Donc ce n'est pas véritablement une taxation, c'est plutôt une obligation d'incorporation avec effectivement des surcoûts qui reposent sur le consommateur in fine. Aujourd'hui, les objectifs d'incorporation qui étaient fixés dans la loi, ils sont atteints sur les biocarburants de première et deuxième génération. La question, c'est effectivement pourquoi il n'y a pas de développement plus massif des biocarburants de seconde génération, alors qu'on a financé effectivement des démonstrateurs à l'échelle 1, des démonstrateurs industriels ces années passées. Là, il y a une question de taille des investissements. Ça nécessite des investissements massifs et d'amortissement, de durée d'amortissement. Donc une question de visibilité, je pense, pour les industriels. Globalement, les cadres d'intervention de l'État sur ces sujets-là, comme sur tous les sujets de la transition, ont été fixés au travers de France 2030 via des stratégies d'accélération. Et il y a eu des stratégies d'accélération sur les carburants durables, il y a eu une stratégie d'accélération sur l'hydrogène, sur la décarbonation de l'industrie. Et dans ces stratégies d'accélération, les différents leviers de politique publique ont tous été passés en revue pour voir comment à la fois favoriser la transition et développer l'industrie, le tissu industriel favorable à cette transition en France. Et donc c'est pour ça, par exemple, que sur l'hydrogène, on a différents dispositifs qui sont en place, à la fois de l'aide à la R&D, donc plutôt amont, à la fois du développement de briques technologiques, là aussi, plutôt sur l'amont, pour soutenir les équipementiers, et puis le soutien à des premiers déploiements. Donc vous parliez tout à l'heure des écosystèmes territoriaux hydrogène, où là on soutient le déploiement de bus, de mobilité hydrogène, de bennes ordures ménagères sur les territoires. Et puis enfin, il y a une réflexion par les pouvoirs publics là, sur des aides à l'OPEX, donc des aides au fonctionnement pour des gros électrolyseurs. Voilà, donc ça, cette réflexion est encore en cours, mais c'est un peu toute la panoplie des instruments de politique publique mis en place dans une stratégie d'accélération, donc de l'amont à l'aval, pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence globale de l'action de l'État. Donc sur les biocarburants et les électrocarburants, on a de la même façon une stratégie d'accélération. Et l'étape où on en est diffère un peu selon la technologie. Comme je disais, sur les biocarburants de seconde génération, on a financé des gros démonstrateurs industriels qui ont démontré la faisabilité technique. Donc là, maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. Sur les électrocarburants, notamment pour l'aviation,
il y a eu un appel à projet piloté par l'ADEME dans France 2030 qui a permis de financer principalement à ce stade des études de préfiguration de ce que seraient des usines de fabrication de ces électrocarburants en France, avec un certain nombre de lauréats, quasiment une dizaine de lauréats, pour l'implantation d'usines en France. Donc l'étape d'après, qui devrait venir prochainement, c'est un appel à projet pour véritablement financer ces usines une fois que ces études de préfiguration auront été faites. Donc on a quand même toute une panoplie d'instruments. La question après que vous posez, c'est comment on va inciter à l'utilisation de ces carburants, puisque il est certain que ces carburants présentent tous des surcoûts notables par rapport au kérosène actuel, notamment dans l'aviation, que ce soit les biocarburants ou les électrocarburants. On estime qu'en 2030, on aura toujours des surcoûts d'à peu près x3 pour les biocarburants de seconde génération et x5 à minima pour les électrocarburants. Et donc, ça c'est en 2030, c'est la vision en 2030. Donc se pose la question de comment on subventionne pour faire décoller les filières, c'est une chose, et également comment on conserve un signal prix. Enfin, de toute façon, ça sera aussi en lien avec la tonne de CO2, avec le marché du carbone européen. On conserve un signal prix pour inciter à une certaine forme de sobriété, comme le disait Boris d'entrée. Aujourd'hui, dans les scénarios que nous, on a pu évaluer sur le transport aérien, on a des scénarios qui vont d'une stabilité du trafic entre aujourd'hui et 2050 à une multiplication par 2 du trafic entre aujourd'hui et 2050, qui correspond à une vision plus compatible avec celle de la filière. Et donc ça, c'est une étude qu'on a publiée fin 2022 sur la décarbonation de l'aérien, qui envisage 3 scénarios, isotrafic, plus 50% de trafic, et multiplication par 2 du trafic passager aérien, avec des solutions de décarbonation soit 100% basées sur les technologies, donc typiquement électrocarburants, biocarburants, soit donc des scénarios, et notamment qui font davantage appel à la sobriété, notamment celui qui est à isotrafic. Ce qui est intéressant de voir, c'est que même dans le scénario qui est très orienté technologique, on a une baisse de trafic quand même. Voilà, parce que finalement, il y a un surcoût tel qu'on a une baisse de trafic. Donc tout ça pour vous dire que par rapport aux points qui ont été soulevés sur les ressources, les tensions sur les ressources et sur les coûts, il nous semble important que votre commission prenne aussi en compte une certaine nécessité de, certes, décarboner avec ces carburants, mais d'inciter à une consommation modérée aussi de ces carburants. Vous avez parlé d'importation. Mais également une question, je crois, sur oui, c'est vous, monsieur le rapporteur, qui avez cité Air France. Et là, ça rejoint la question de la planification. Aujourd'hui, ce sont des secteurs qui avancent très vite, notamment le secteur des électrocarburants, qui était balbutiant il y a quelques années. Lors de la dernière programmation pluriannuelle de l'énergie, on ne parlait pas d'électrocarburants, ou alors c'était de la science-fiction. Aujourd'hui, il est clair que dans la future programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est intégrée à la SFEC, la question doit être traitée. Quelle part on donne à la production locale de ces carburants, ce qui va rejoindre cette vision planificatrice, répondre à ces questions de souveraineté. Mais il n'en reste pas moins que des acteurs économiques pourront effectivement chercher à importer à moindre coût ailleurs, et donc là le chantier est encore ouvert. On a pu voir par exemple pendant la crise énergétique des acteurs notamment dans le domaine des engrais finalement substituer des importations de gaz, oui, voilà, parce que pour faire de l'engrais il faut du gaz naturel, donc substituer des importations de gaz à des importations directes d'ammoniac qui était fabriqué à l'étranger avec du gaz moins cher ailleurs. Donc finalement, ces acteurs économiques, ils sont agiles et ils vont switcher très facilement d'un vecteur à l'autre. Je parle je parle sciemment de gaz et d'ammoniac, puisque ce sont des vecteurs, en même temps, l'ammoniac sert à la fabrication des engrais, mais c'est en même temps un vecteur énergétique qui est envisagé comme l'un des vecteurs, par exemple, pour décarboner le maritime. Voilà. Donc ce sont des marchés mondiaux, il faut l'avoir en tête. Donc la question de la souveraineté, elle est à mon sens vraiment primordiale. Malgré tout, il faut quand même aussi
l'envisager en tendance, parce qu'on est aujourd'hui sur des carburants dans le domaine des mobilités, quels que soient qui sont dans leur écrasante majorité importés. Donc on va dans tous les cas, on doit pouvoir arriver quand même à regagner de la souveraineté. Donc ensuite, la question, faut-il aller jusqu'à l'autarcie, c'est-à-dire fonctionner sans importation ou sans échange, c'est un sujet. Mais en tout état de cause, on va dans ce domaine-là assurément à la fois décarboner et regagner en souveraineté. Les deux paraissent là aujourd'hui assez bien engagés, même si il restera assurément des limites et certainement quelques échanges avec notamment les zones voisines où on pourrait avoir la question de la production notamment de l'hydrogène dans Méditerranée, pays, l'ensemble voisin à des coûts très faibles. Clairement, on voit les réflexions qui existent aujourd'hui sur la construction d'hydrogénoducs permettant de capter, de faire arriver en Europe cet hydrogène probablement à très bas coût, plus bas coût que celui qu'on pourra produire localement sur de petits systèmes, même s'ils ont leur cohérence. Alors dans une logique de planification énergétique, c'est vrai qu'on peut avoir une préférence pour une souveraineté française assurée à 100%. Et nous, dans les scénarios qu'on a proposés, c'est bien dans cette optique qu'on s'est placé dans 3 scénarios sur 4. Il y a un des scénarios où on s'est dit, par exemple, une partie de l'hydrogène pourrait être importée pour aussi être représentatif de la société 2050 qui se dessine devant nous et essayer d'élargir aussi le champ des possibles dans ce travail d'exploration qui est la prospective. Parmi les politiques publiques, vous nous interrogiez sur les leviers de politique publique à mettre en place. Aujourd'hui, les stratégies d'accélération dont je parlais ont été élaborées en silos. L'industrie d'un côté, les carburants aériens de l'autre, l'hydrogène de l'autre. C'est clair qu'avec l'angle des électrocarburants, on voit que ces stratégies, finalement, elles ne rentrent pas en concurrence, mais en tout cas, elles ont des points de convergence forts, notamment sur les ressources utilisées, le CO2, notamment, qui va être capté dans l'industrie, la biomasse, qui peut être utilisée dans l'industrie, utilisée pour les biocarburants, et l'hydrogène. Et donc, il serait intéressant, effectivement, que les futures stratégies d'accélération ou leur mise à jour englobent cette vision d'ensemble. Merci. Nadia ? Oui, merci beaucoup. Pardon, je suis arrivée avec un petit peu de retard, mais on jongle un petit peu ces jours-ci. Je vous avais dit que, en effet, c'est un marché mondial et avec des fournisseurs qui sont très agiles et on imagine qu'il y a même des produits qui doivent pouvoir arriver à transiter, se repeindre, voilà, on ne contrôle pas forcément quand c'est mondial. Donc, est-ce que, sans aller jusqu'au protectionnisme, mais si on veut aller vers plus de souveraineté, vous imaginez qu'il faut des mesures législatives ou réglementaires pour arriver à protéger un petit peu mieux nos productions nationales et s'assurer qu'ils ne soient pas trop en distorsion de prix? Très clairement, on a sur ces sujets-là à la fois des enjeux de souveraineté et puis même tout simplement d'efficacité de la démarche. Pourquoi on fait tout ça? C'est pour réduire concrètement les émissions de CO2. Donc si on a des productions qui sont vraiment décarbonées, même totalement, le serait totalement. On pense par exemple à de l'hydrogène qui être produit avec des énergies renouvelables, etc. Bon. Et qu'on est capable de le tracer, d'avoir effectivement une traçabilité. La question d'une composante d'hydrogène vert de ce type dans notre mix, ce n'est pas quelque chose d'absolument scandaleux. Si, en revanche, on est sur des choses qu'on a du mal à tracer en termes de qualité, et qui en plus pourraient ne pas être aussi verts qu'on nous le vend, alors à ce moment-là, c'est l'objectif global qu'on serait en train de manquer. Et sur l'importation d'un certain nombre de produits, peut-être faudrait-il que, puisqu'il est maintenant acté, mais son périmètre est en cours d'évolution, que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières s'intéresse à ces importations, si elles comportent une part de CO2, que le CO2 soit produit entre guillemets à l'extérieur de l'Europe et ensuite importé ou produit chez nous, ça ne change absolument rien au problème de lutte contre le changement climatique. Donc là, on aurait besoin effectivement que ce mécanisme d'ajustement carbone
je ne le connais pas suffisamment bien pour savoir s'il est prévu que les importations de produits carbonés, certains des vecteurs qui sont imaginés ici, puissent être touchés. Ça, je ne sais pas si toi, David, tu as la réponse sur le mécanisme d'ajustement aux frontières. Pas précisément sur le mécanisme. Oui. On a également d'autres dispositifs qui existent pour la traçabilité au niveau européen, notamment les directives RED 2 et RED 3, sur la traçabilité et la durabilité notamment de la biomasse, donc tout ce qui est biocarburant. Et là, le point à avoir en tête, c'est que ce sont des directives qui évoluent vite. On est seulement en train de transposer RED 2, que RED 3 arrive, avec des questions très importantes d'ailleurs sur des sujets autres que de la biomasse primaire, que ceux des biocarburants. Mais donc là, il y a une difficulté à suivre finalement, mais on peut quand même être assez rassuré sur les critères de durabilité qui sont inclus dans ces directives. La question, c'est au niveau mondial. Enfin voilà, comment ça peut faire aussi tache d'encre dans un environnement en dehors de l'Europe. Oui, c'est bien parce que comme on est filmé, oui. Martine Berthet. Donc sénatrice de la Savoie. Merci, Président. Oui, pour la mise en œuvre, et vous le disiez, il faut effectivement comment accentuer, quelle politique mettre en œuvre pour accentuer le développement à la fois des biocarburants, mais aussi de l'hydrogène. Comment vous articulez-vous par rapport aux appels à projets européens? Quel accompagnement des entreprises, donc direct ou pas? Comment est-ce que cela peut se mettre en œuvre dans le futur plan pour une industrie verte, par exemple? Quelles sont les interventions? Comment, à quel niveau allez-vous intervenir? Merci. Vous êtes sur les appels à projets IPCEI oui, par exemple. Oui, il y a un certain nombre des dispositifs qui sont mis en place par l'État, notamment pour le soutien de l'hydrogène, qui vont être basés sur des projets européens d'intérêt commun ou projets d'intérêt, des PIEC ou IPCEI. Donc, on est clairement partie prenante de ces dispositifs aux côtés de la Direction générale des entreprises. Pour que effectivement il y ait un financement à la fois d'usines dans le cadre de partenariats européens, usines d'équipement qui soient cohérents au niveau européen, parce que voilà, au niveau européen, on estime que le sujet de l'hydrogène est un sujet d'intérêt premier qui nécessite qu'on autorise de dépasser les taux d'encadrement des aides d'État. Donc c'est tout l'objet de ces PIEC qui ont permis là d'identifier des projets à financer. Donc c'est, à mon sens, la principale articulation avec les appels à projets européens. Oui, Martine. Donc voilà, un accompagnement des entreprises qui va se faire. Enfin, est-ce qu'il y a déjà, quel est le nombre, ou est-ce qu'il y a déjà beaucoup de mise en œuvre, beaucoup de dossiers que vous accompagnez, et quelles prévisions pour vous par rapport à ce projet de loi sur l'industrie verte qui sera présenté avant l'été? En train de chercher le nombre d'entreprises. Alors, très honnêtement, sur le projet d'industrie verte, je vais répondre tout de suite. On est aujourd'hui consulté, on travaille effectivement, notamment, vous savez, un certain nombre de groupes de travail ont été mis en place pour préparer ce texte avec un binôme, souvent un chef d'entreprise, quelqu'un issu de la société civile ou un scientifique, et puis un élu, un parlementaire. Et donc, on sait que ces groupes travaillent puisqu'ils consultent et s'entretiennent avec les collaborateurs de l'ADEME. On n'a pas pour l'instant encore tout à fait les orientations qui vont être particulièrement mises en avant dans ce projet d'industrie verte. L'idée, elle rejoint beaucoup effectivement ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. C'est à la fois accompagner les entreprises dans la transition et faire de cette transition, notamment énergétique, une opportunité de réindustrialisation pour notre territoire. Donc c'est régler une partie des verrous qui existent aujourd'hui, des difficultés que peuvent aujourd'hui rencontrer un certain nombre de chefs d'entreprise ou de start-up
pour concrétiser les opportunités qu'ouvre la transition écologique, parce que on se focalise parfois sur les secteurs qui vont être impactés négativement, j'imagine bien, mais il s'ouvre aussi dans cette transition des opportunités. Je crois que l'objet principal du projet de loi Industrie verte, c'est effectivement de donner un peu plus de facilité à ces projets pour qu'ils voient le jour. Mais on n'est pas à ce stade destinataire d'un projet de loi. Et concernant les appels à projets, donc notamment, alors il y a énormément d'appels à projets gérés par l'ADEME, donc c'est pas évident de vous donner le nombre total. Sur l'hydrogène, tout à l'heure il était cité 14 nouveaux appels à projets, 14 nouveaux projets sur les écosystèmes hydrogène. On peut retenir le chiffre de 35 à 40 écosystèmes en tout qui ont été financés par l'ADEME en 3 vagues depuis 2018. Donc ça, ce sont des projets locaux sur les territoires. Et à l'inverse ou de façon très complémentaire, les projets d'usines, une sorte de bioraffinerie dont je parlais tout à l'heure pour les carburants aériens, on a soutenu des études de préfaisabilité là sur à peu près 5 gros projets. Mais quand je vous dis gros projets, les enveloppes de financement de quelques-uns de ces projets sont supérieures à 500 millions par projet. Voilà. Donc ce sont, comme je vous dis, des investissements massifs, ce sont véritablement des énormes unités. Donc ça, c'est en cours ce sont des études de préfiguration. Pour compléter sur ce que vient de dire David, on a une chance, c'est que dans le domaine de l'hydrogène, aujourd'hui, il y a une vraie effervescence industrielle. Les 14 projets qui ont été retenus dans le dernier appel, ils ont été choisis parmi, je crois, 56 projets. Donc on a quand même une vraie mobilisation, et à la fois des élus locaux, qui sont souvent à l'origine de la mise en relation de ceux qui peuvent produire l'hydrogène et puis ceux qui pourraient avoir vocation à l'utiliser. Donc ce rapprochement, il est souvent sur une base territoriale et donc il y a une vraie effervescence et des effets d'apprentissage. Certains des projets qui sont retoqués, puisque c'est le 3e appel à projet que gère l'ADEME sur ces écosystèmes locaux, et un 4e va sortir là dans les jours qui viennent. Il est prévu de le sortir au mois de mars, vont pouvoir, en améliorant entre guillemets leur dossier, en allant encore un peu plus loin, recandidater donc à cet appel à projet. Donc on essaie que ce soit pas qu'il n'y ait pas simplement 40 perdants à chaque appel à projet, mais qu'il y ait une vraie courbe d'apprentissage pour les territoires qui s'engagent sur ces questions. En termes de mesures aussi d'accompagnement qui peuvent vous intéresser en tant qu'élus locaux, il y a la question de la planification territoriale et nationale. On citait tout à l'heure des projets, la question de la récupération du CO2 par exemple nécessaire à ces usines. Ça s'inscrit clairement dans une dynamique dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle ZIBAC aujourd'hui, donc les zones industrielles bas carbone, qui fait partie de la stratégie d'accélération décarbonation de l'industrie, où on accompagne des zones industrielles, donc des grosses zones industrielles, à définir des stratégies de décarbonation et à identifier donc des vecteurs, des échanges entre vecteurs énergétiques sur leur site, et notamment, parmi les vecteurs, on peut penser à un réseau de chaleur mutualisé entre des industriels d'un même site, bien entendu, mais ce qui est aussi et de plus en plus identifié, c'est quid de la récupération du CO2 sur l'industriel A pour l'utiliser pour faire des carburants ou des électrocarburants chez l'industriel B. Donc cette question-là, on commence, nous, à avoir les outils pour accompagner, et ce sont des gros outils, parce qu'on accompagne vraiment, y compris la gouvernance pour la mise en place, par exemple, de GIE au niveau de ces zones pour favoriser les investissements mutualisés s'ils sont nécessaires sur des réseaux de CO2, des réseaux d'hydrogène, par exemple, qui n'existent pas aujourd'hui. Mais cette planification territoriale, on voit bien qu'il faut aussi qu'on la mette en cohérence avec une planification nationale. Et ça, aujourd'hui, le maillon n'y est pas. Donc c'est encore des choses qui sont complètement à bâtir. Justement, puisque vous êtes sur ce sujet, comment vous voyez l'articulation entre l'État et les stratégies des collectivités territoriales, et notamment de nos régions ?
Sur le sujet de l'hydrogène ou sur plus globalement, bon, on a, je crois, aujourd'hui, par le biais des appels à projets, les collectivités qui se mobilisent, qui trouvent généralement un certain nombre d'appuis et donc dans les partenaires des industriels ou des territoires, il y a très régulièrement des coalitions de collectivités, et donc l'État finalement met à disposition sur ces appels à projets, par exemple ceux qui sont les écosystèmes locaux hydrogène, des moyens de groupements de collectivités qui souvent incluent le bloc communal et la région dans laquelle se trouve le projet. On a des partenariats un peu plus structurants avec les régions, mais effectivement aujourd'hui il y a une action un peu à deux niveaux. L'État soutient un certain nombre d'acteurs, l'émergence d'un certain nombre d'innovations, et puis ensuite accompagne les territoires qui décident d'agir, d'avancer dans les domaines où il y a besoin d'une dimension territoriale. Typiquement, les IBAC, qui sont aujourd'hui 3, Le Havre, Dunkerque et Fos, on a des acteurs locaux qui sont absolument convaincus qu'effectivement, le CO2 des hauts fourneaux d'Arcelor peut être utilisé pour produire des électrocarburants en recombinant cela avec de l'hydrogène produit par ailleurs de manière durable. Donc là finalement, l'État vient concrétiser ces visions locales, globales. Ce qui moi, me renvoie à un de mes thèmes un peu de prédilection, qui est que je suis absolument convaincu que c'est comme ça qu'on réussira la transition écologique, pas simplement l'émergence d'électrocarburants ou la production de carburants soutenables ponctuellement, mais sur l'ensemble des sujets, ce sont effectivement des collectivités locales qui se mobilisent et qui, avec l'aide et les moyens financiers de l'État, eh bien, font aboutir des projets. Je crois, c'est une bonne illustration de ce qu'à mon avis est une méthode assez efficace sur les différents compartiments de transition écologique. Je posais cette question parce que dans le territoire où j'habite, les agriculteurs sont déjà lancés dans la méthanisation, mobilisent déjà de la biomasse. Si j'ai bien lu, l'Académie des technologies dit qu'il faudrait en 2050 6 millions de tonnes pour l'aérien en biocarburant. Donc, quand on voit ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le problème de la biomasse, où va-t-elle, quelle priorité? Et donc, si les territoires partent, parce que là, sur mon territoire, elle sert à faire à la fois du gaz, faire tourner les cars, faire chauffer des... Voilà, je veux dire qu'à un moment donné, il va bien falloir articuler tout ça. Il y a un autre aspect. Ouais. La biomasse, elle nécessite d'utiliser de la terre qui, pour le moment, peut être agricole. Donc, il y aura bien aussi une réflexion à amener entre quelle est la part sur un territoire qui va pour l'agriculture et quelle est la part qui va pour la biomasse. Tout à fait. Alors, je crois dans le temps, la consistance effectivement de cette coopération entre l'initiative locale et le cadre national, c'est je crois vraiment ce qu'on appelle la planification écologique. C'est vraiment comme ça qu'on peut essayer d'imaginer, en travaillant par exemple sur la disponibilité de la biomasse, pas simplement en théorique au niveau global ou à l'horizon 2050, mais régionalisée et descendue à des mailles, à des échelons territoriaux plus infra, parce que la biomasse qui est disponible dans les Pyrénées, elle ne va pas servir effectivement à alimenter les productions du Grand Est ou du nord de la France. Donc, il y a un vrai sujet de besoin de régionaliser. Mais on est en train effectivement de regarder, de faire ce travail-là et de voir aussi, d'évaluer aussi tous les gisements possibles vous parliez des méthaniseurs et vous faisiez le lien avec effectivement les agriculteurs qui portent souvent ces projets-là. Aujourd'hui, à partir du 1er janvier prochain, sont interdits les biodéchets dans les ordures ménagères. Bon. Donc voilà un gisement pour le coup tout à fait considérable qui peut aussi alimenter les méthaniseurs et réduire justement la part des productions agricoles qu'on utilisera
utilisera dans ces méthaniseurs, ou en tout cas plus facilement tenir la part des 15% des méthaniseurs qui doivent accueillir des productions qui pourraient être à destination alimentaire. Donc, je crois que le sujet, il est vraiment aujourd'hui qu'on arrive à bâtir des trajectoires, pas simplement au niveau national, mais à les décliner à des échelons au moins régionaux, si ce n'est pour vérifier que les projets ont une place et apportent et contribuent efficacement à la résolution des difficultés. Et il va falloir, à certains moments, arriver aussi à flécher les usages de cette biomasse. On ne va pas pouvoir effectivement la mobiliser sur tous les sujets et donc dans les domaines dans lesquels, par exemple pour la production de chaleur, on peut, il va falloir effectivement sur un certain nombre de sites se poser la question de recourir peut-être davantage à la géothermie pour aller et soulager effectivement l'utilisation d'une biomasse qui serait disponible et qui pourrait être, elle, indispensable à la décarbonation d'autres usages. Peut-être pour compléter, cette priorisation des usages, elle est complexe. Elle est complexe parce qu'elle inclut des questions de rendement énergétique, et inclut des questions de difficulté à décarboner certains secteurs. Comme vous disiez, s'il y a une initiative locale de faire une usine de fabrication d'électrocarburants en utilisant de la biomasse et de l'électricité sur un site donné, est-ce que c'est la façon la plus optimale d'utiliser cette biomasse en concurrence avec d'autres usages ? Et ça, c'est pas évident d'y répondre. Et il faut avoir en tête qu'à chaque fois qu'on ajoute une étape de transformation dans la chaîne, si vous passez de l'électricité à l'hydrogène, puis de l'hydrogène à des carburants recombinés avec du CO2, chaque fois que vous ajoutez une étape, vous perdez quasiment 30% de rendement. Et donc, de la biomasse ligneuse, si on la brûle pour répondre à des usages de chaleur d'un réseau de chaleur, on va avoir 90% de rendement. Si on décide d'en faire du gaz, on va pyrogazéifier cette biomasse, on va peut-être descendre à 60% de rendement. Donc l'énergéticien vous dira, non, il vaut mieux la brûler que de perdre 30% de rendement pour faire du gaz. Mais si on prend en compte la difficulté à décarboner certains usages, notamment l'aérien, on se dit, voilà, ça peut valoir le coup quand même de perdre du rendement parce que cet usage-là, je ne sais pas le décarboner autrement. Mais il y a besoin de cet équilibre entre l'initiative locale, l'initiative conjointe d'une collectivité, d'un ou plusieurs industriels, et cette vision aussi planificatrice de l'État dans la priorisation des usages de cette biomasse. Et je pense que ça, c'est pas du tout évident. Peut-être pour aussi reprendre la question des stratégies régionales, et notamment vous évoquiez peut-être en sous-jacent les SRADET, comment les stratégies régionales s'articulent aussi avec les stratégies de l'État. Aujourd'hui, on n'a pas encore une complète cohérence entre les objectifs fixés par l'État, par exemple dans la PPE et dans la SNBC, et les objectifs fixés dans chaque région. La mise en place, mais ça va dans le bon sens, la mise en place notamment des comités régionaux de l'énergie va permettre d'avoir normalement une sorte de déclinaison de la programmation pluriannuelle de l'énergie, territoire par territoire. Sous-entendu, ça ne va pas être une homothétie, vous en avez parfaitement conscience, les territoires ont chacun leur particularité, certains vont développer plus une technologie qu'une autre, et le partage de l'effort ne sera pas non plus complètement homothétique. Et ça, c'est pas évident, donc je pense qu'il y a un juste croisement à faire entre des objectifs qui sont à remonter par les territoires et la correspondance avec les objectifs de l'État. Et peut-être un dernier point sur la concurrence avec l'alimentation que vous avez évoqué, Monsieur le Président. L'un des sujets autour du développement des biocarburants est bien entendu celui du changement d'affectation des sols. On ne l'avait pas encore dit, mais c'est quand même important de le rappeler. Sur les biocarburants de première génération, ce changement d'affectation des sols, effectivement, il existe, et même le changement d'affectation des sols indirect, c'est-à-dire celui qui est la conséquence du développement des biocarburants, mais qui n'est pas volontairement induit par celui qui les développe, mais les conséquences dans d'autres pays liées au fait que la surface utilisée pour faire ces biocarburants n'est plus utilisable pour faire autre chose et que ça nécessite d'importer par ailleurs. Donc ça, normalement, les directives RED 2 et RED 3 que je citais tout à l'heure
vise à vraiment limiter les impacts de ces changements d'affectation des sols. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, l'État n'envisage pas de développer outre mesure les biocarburants de première génération. On a 7% de biocarburants de première génération dans les carburants aujourd'hui. On pourrait imaginer pourquoi on n'en met pas plus, justement pour ces raisons environnementales qui font qu'on préfère s'orienter vers des biocarburants qui auront moins d'impact sur la concurrence d'usage des sols. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je reviens juste une seconde sur les conflits d'usage que vous avez évoqués plusieurs fois, et puis on revient qu'il y a des conflits d'usage, et tel que vous l'abordez même à l'instant, quand on réfléchit du point de vue des... on oublie souvent l'industrie, les modes de transport, etc. Bon, effectivement, chacun va... parfois souhaiter utiliser tel ou tel mode, telle ou telle énergie. Bon. Et puis après, vous disiez vous-même que, après tout, la biomasse, c'est pas non plus extensible à l'infini. Monsieur le Président a abordé tout à l'heure la question de la production d'énergie elle-même décarbonée. Bon. Alors, à quel moment et comment vous pensez qu'on peut essayer de progresser pour avoir une synthèse? Alors moi, j'aime pas beaucoup le mot planification. Je suis plutôt tendance à penser que si on avait une stratégie, une déclinaison, y compris territoriale, des mécanismes incitatifs et une évaluation claire, ça serait déjà pas si mal. Je ne sais pas s'il faut être vraiment planificateur et est-ce qu'on en a d'ailleurs les moyens, parce que est-ce qu'on va dire on interdit tel usage? Quand même, j'ai aussi le sentiment que les appels à projets, excusez-moi, vous n'êtes pas du tout visé, je trouve très bien tout ce que fait l'ADEME, mais on fait des appels à projets quand on ne sait pas quoi faire, quand on veut montrer qu'il y a de l'innovation, on veut la susciter, on veut l'encourager, mais ça ne fait pas une stratégie. Donc il y a un moment quand même où il faut aussi s'interroger et se dire, alors c'est pour ça qu'il faut qu'on regarde mieux l'exemple allemand ou l'exemple américain. On a le sentiment que, par exemple, vous évoquiez, Monsieur le Président, les questions des carburants synthétiques pour l'aérien, il y a un choix qui est fait. Aux États-Unis, ils y vont. On pourrait aussi s'interroger sur les conflits d'usage. S'agissant de l'automobile, on a vu la position allemande. Visiblement, ils ont tendance à considérer qu'ils vont garder le thermique, mais sans doute, peut-être vont-ils le garder avec ce même type de carburant. Est-ce qu'on va pas vers un conflit là-dessus, d'ailleurs? Si vous pouvez nous éclairer sur l'analyse que vous avez de la position allemande, ça serait pas mal. Bon. Et puis, pour dire les choses rapidement, tout à l'heure, je crois que vous parliez de la taille des investissements. Est-ce qu'on sait se dire, moi j'entends parfois dire, il faut mettre 5 milliards, il faut mettre 10 milliards. Bon. Je sais peut-être d'ailleurs même simplement sur les carburants durables. Et du coup, comment on fait? Sur les carburants durables, j'ai à peu près aujourd'hui entendu que, après tout, maintenant, le problème, c'est de financer. Alors, avec la question que vous posiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, du prix de sortie, effectivement, est-ce qu'on est à x5, est-ce qu'on est à plus que x5 jusqu'à quel moment le marché peut-il absorber ça? Bon. Vous me direz, on a connu un x2 sur le kérosène en très peu de temps, donc ça montre que quand même il y a une certaine élasticité. Bon. Sur la visibilité, je crois que c'est Monsieur le Directeur qui l'a abordé tout à l'heure. Vous disiez RED 2, RED 3, il y a toutes ces discussions sur le paquet européen. Bon, et nous-mêmes, on a aussi un certain nombre de textes législatifs et autres qui vont intervenir. C'est sans doute pas la meilleure façon de rassurer les industriels, ou en tout cas les investisseurs. Là aussi, comment on peut s'y mettre pour aboutir à quand même quelque chose de clair? Au bout d'un moment, il faut aider l'investissement, mais il faut aussi se dire qu'une bonne façon d'aider l'investissement, c'est quand même donner une visibilité sur le moyen long terme, parce que sinon les investisseurs ne vont pas y aller. Si à un moment donné il y a un changement, ça paraît un problème. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on évoque la panoplie d'investissement et, comme vous l'avez dit fort justement, le besoin de faire s'emboîter, entre guillemets, pardon pour la formule, la planification territoriale et en tout cas la planification nationale, on sent bien que on est à un stade où il faut franchir ce pas. Bon, alors comment y arriver? Je ne pense pas qu'il faille entrer dans un débat ou même sur une polémique lexicale sur planification ou pas. L'idée, c'est quand même effectivement d'essayer dans ce monde fini de ressources dans lequel nous sommes, d'essayer d'anticiper
ce que vont être les besoins qui vont se manifester, et dans le temps, d'avoir des outils donc, de suivi de la demande d'une ressource ou d'une autre, de l'évolution qu'elle va connaître, et de sa disponibilité. Parce que il va de soi que dans ces transitions, si nous arrivions à une impasse sur la disponibilité de biomasse, je crois qu'on se trouverait tous dans une situation assez dramatique. On aurait reproduit avec l'alternative justement aux fossiles qu'on cherche à sortir, exactement les mêmes impasses que celles dans lesquelles on se trouve aujourd'hui avec le pétrole ou le gaz. Donc, et on est effectivement quand même plutôt dans la tradition française de planification plutôt que la planification soviétique. Je vous rassure tout de suite, monsieur le rapporteur. Mais, voilà, vous n'avez pas trop de doutes. Très bien. Il n'y a pas, je crois, de velléité d'étatisation de l'ensemble de l'économie. On sait bien qu'on a en face une myriade d'acteurs privés. Encore que, je pense, dans ces exercices de planification, la discussion avec les acteurs privés est assez importante pour savoir justement quelles sont les stratégies des uns et des autres et essayer de s'y tenir. Ce qui n'est pas complètement réglé, c'est de quels outils on dispose pour corriger éventuellement les trajectoires. Mais commencer déjà par suivre sur la biomasse la chose au niveau global, au niveau national. Donc, on a un travail que l'ADEME est en train de faire aujourd'hui avec le Secrétariat général pour la planification écologique sur le bouclage de la biomasse et la descente de ce qu'on sait aujourd'hui être les besoins au niveau régional. Ça, ce sont des choses qui sont sur lesquelles les collaborateurs de David travaillent en ce moment. Donc on va déjà se rendre compte des marges dont on dispose. Et il faudra effectivement se doter de moyens d'action. C'est-à-dire que très concrètement, l'ADEME aujourd'hui a des fonds, notamment un fonds chaleur renouvelable dans lequel elle soutient, elle aide des projets. Bon, voilà un fonds au travers duquel il est possible d'orienter plus ou moins la demande vers une source renouvelable qu'une autre. Donc on a des outils, mais je pense que ce qui est vraiment fondamental, c'est de poser d'abord un suivi extrêmement rigoureux de ce qu'on croit être les tendances du marché et les possibilités, parce que sur la biomasse, il y a une utilisation que je crois qu'on n'a pas citée jusqu'à présent, mais qui est celle de puits de carbone, et qu'on a quand même aussi besoin de ne pas dégrader ce stock de carbone stocké, sinon notre situation, plutôt le défi à relever sera encore plus important. Alors, sur les appels à projets, je sais, et pour être un élu local qui a pesté, comme beaucoup d'autres, contre les appels à projets, je ne vais pas, comment dire, je ne vais pas renier ce que j'ai dit pendant des années. Ça suppose effectivement une ingénierie importante de la part de celui ou de ceux qui sont appelés à déposer les projets, et donc il y a un effet effectivement de sélection et on a un sujet. Alors si on parle de collectivité, l'ADEME a plus de 700 chargés de mission et en équivalent temps plein qu'elle finance dans les collectivités françaises. C'est probablement pas assez, mais c'est une contribution assez significative pour essayer qu'il y ait justement de l'ingénierie au plus près de ceux qui développent les projets. C'est pas forcément sur nos sujets d'aujourd'hui, mais on a des chargés de mission qui travaillent sur l'économie circulaire, le développement des renouvelables, et malgré tout on est un petit peu plus près de notre question d'aujourd'hui, ou les mobilités durables, et donc il y a effectivement, je pense, le besoin d'accompagner ceux qu'on veut voir déposer des projets, et surtout dans une logique de massification, de généralisation. On envisage que les gens aillent, cette question de l'ingénierie est centrale. Néanmoins, ça reste quand même un outil finalement assez impartial et assez objectif qui permet de financer à coup sûr les meilleurs projets. Et donc ça correspond aussi bien à des phases d'amont, des phases où on soutient l'innovation, où on soutient l'émergence de fonctionnement et de systèmes. Ensuite, il faut certainement passer à d'autres outils qui permettent un plus gros débit et qui sont moins exigeants sur l'ingénierie. Mais je ne crois pas qu'on soit... compte tenu de la charge de travail que ça représente, on ne fait pas d'appel à projet, je vous assure, à défaut de stratégie. On fait généralement des stratégies et avec ensuite des appels à projet pour les mettre en œuvre. Donc c'est plutôt comme ça, en tout cas à l'ADEME, qu'on essaie que les choses fonctionnent. Sur la question du positionnement, changement de position, en tout cas de l'extériorisation d'une
forme d'opinion dissidente de l'Allemagne sur le véhicule thermique, la question qui se pose aujourd'hui, c'est ont-ils les moyens de leurs ambitions ou de cette affirmation? Parce qu'on est quand même dans un système où on a quand même des décisions qui ont été prises, annoncées, d'ores et déjà par la Commission européenne. Je ne sais pas quelle est la capacité de l'Allemagne. Je cherche à comprendre par quel vecteur ils vont faire passer ce souhait d'un changement. Ça me semble pas très évident. Je ne vois pas le Parlement européen aujourd'hui être très, très réceptif à l'idée de revoir ces dates-là, même si les dates qui ont été fixées, même si les Allemands constituent une part non négligeable des parlementaires européens. Ils n'ont pas à eux seuls la capacité de changer ce type de décision. Donc j'ai même, pour tout dire, tout à fait du mal à comprendre quel est l'effet utile de ces déclarations. J'ai un peu de mal, je ne sais pas si David, tu as d'autres éléments d'analyse sur cette question. Je vais terminer peut-être sur les... parce que le chiffrage des investissements, ça, on les a. La question, c'est en fait la part des investissements qui doit être soutenue sur fonds publics. Parce que très honnêtement, des révolutions industrielles, technologiques, on en a déjà vécu plusieurs, dans la mesure où cette mobilisation d'argent privé avec un rendement privé positif derrière, je crois que c'est simplement le fonctionnement normal de l'économie. Et il y a heureusement, dans la définition des cadres qu'on pose là, je vais revenir sur les incitations réglementaires, on essaie quand même d'orienter le plus possible, alors ça se fait beaucoup au niveau européen, mais au niveau national, avec les textes dont on dispose, on essaie aussi de faire ça, les anticipations et les investissements des acteurs privés. Sur le thermique, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir fixé, quand elle a été fixée il y a quelques années, un terme assez lointain qui permette aux acteurs de l'automobile, alors ils ont, pour un certain nombre d'entre eux, trouvé qu'il manquait de temps et que c'était trop rapide, mais de leur donner justement un pas de temps qui leur permette de revoir leurs investissements et dans ce nouveau cadre réglementaire, eh bien, de procéder à la mutation de leur appareil industriel. C'est vrai que les législations se succèdent, mais enfin, sur Refuel EU en matière d'aviation, on a des objectifs fixés à 2050 qui quand même permettent d'ores et déjà aujourd'hui d'avoir une visibilité et permettre l'émergence de projets qu'on est en train de financer aujourd'hui. Il faut toujours essayer effectivement de donner de la visibilité aux acteurs privés, parce que c'est ce qui leur permet effectivement de faire toute leur part du travail avec des investissements dont ils attendent naturellement un rendement. Les choses sont plus compliquées quand on est sur des investissements qu'on demande, notamment sur de courtes périodes, à des acteurs privés et qui n'ont pas une rentabilité financière ou économique intrinsèque. C'est beaucoup plus compliqué, c'est pour ça qu'on mobilise autant d'argent sur la décarbonation industrielle. C'est parce que tout ce qui touche à l'efficacité énergétique dans les entreprises, pas de difficulté à les financer. Il y a surtout avec des niveaux de prix de l'énergie comme on en a aujourd'hui, une vraie rentabilité derrière. Le fait de décarboner, là c'est... En fait, en économie, c'est une externalité, le carbone, et donc on leur demande d'intégrer cela et de le gérer, de le décarboner, et donc c'est là qu'on a besoin effectivement de mobiliser des fonds publics. Donc le vrai sujet, c'est quelle est la part des évolutions et des investissements qui doit être aidée sur fonds publics parce qu'elle ne pourrait pas être supportée ou qu'elle générerait des surcoûts insupportables pour les acteurs privés. Mais juste un mot, pardon. C'est vrai qu'il y a des objectifs clairs pour 2050, mais la question de la définition concrète, technique, réglementaire des objectifs, c'est pas un sujet qui est quand même bien stabilisé. On le voit bien. Et donc là, il y a quand même un moment où il va falloir aussi sécuriser tout le monde. Parce que sinon, on va voir par exemple sur la compensation. Pour prendre un autre sujet, il y a des compagnies étrangères, je crois, oui, c'est ça, qui sont aériennes, qui sont parties sur des contrats de compensation. Bon, et qui se sont rendus compte après coup que, non, réglementairement, c'était pas bien. C'était pas ça. Bon, je prends cet exemple-là, parce que ça a marqué à l'époque. Donc là, il va s'agir d'avoir une définition claire
sur ce qu'on attend d'eux, voilà, sur l'hydrogène, sur les carburants synthétiques notamment, pour que l'investissement privé soit sécurisé par un cadre juridique et technique, faute de quoi tout le monde va un peu se regarder. Hein. Bon, c'est ça que je voulais dire. Hein. Peut-être juste pour compléter sur ce point-là, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui sera votée par les deux chambres va être un outil pour donner en partie cette visibilité-là, puisque si elle traite bien la question des électrocarburants, elle peut donner un point d'étape intermédiaire à 2030-2035 sur leur place. Et cette programmation pluriannuelle de l'énergie, elle sert justement à ça, à donner de la visibilité sur des investissements à 10 ans. Voilà. D'autre part, après, le législateur a d'ores et déjà, dans la définition de la taxe, notamment la TIRUERT, qui est la taxe sur les carburants, rendu éligible un certain nombre sur l'hydrogène, etc., sur les différents carburants durables, ce qui donne aussi de la visibilité aux producteurs. Peut-être vous posiez des questions sur l'Allemagne et la stratégie allemande. La stratégie de conserver du thermique et de mettre des électrocarburants dans les moteurs est une stratégie qui, d'un point de vue de la durabilité, peut poser des questions. Les moteurs thermiques ont un rendement de 30%, des électrocarburants, comme je le disais tout à l'heure, ont un rendement eux aussi sur la chaîne qui est moins bon que l'électricité ou l'hydrogène. Donc voilà, d'un point de vue environnemental, ça peut poser question. Et d'autre part, l'Allemagne se trouve dans une situation quand même assez différente de la France. Pour avoir vu certains de leurs scénarios prospectifs sur l'hydrogène, ils envisagent d'importer encore massivement de l'hydrogène à hauteur de 700 TWh, je crois, en 2050, une importation d'hydrogène décarboné. Ça, c'est la stratégie allemande aujourd'hui. Et quand on leur dit, quand on leur pose la question de la souveraineté, c'est les scénarios de la DENA, de l'agence allemande de l'énergie. Quand on leur parle de souveraineté, ils nous répondent, écoutez, aujourd'hui on importe 2700 TWh d'énergie en Allemagne, donc si demain on n'en importe plus que 700, c'est déjà pas si mal, c'est certain. Mais donc voilà, leur stratégie, vous parliez de leur avance sur les électrocarburants, ce qui est sûr c'est qu'une partie de ces carburants vont être faits à partir d'hydrogène et que leur stratégie sur l'hydrogène est en partie d'importer massivement cet hydrogène décarboné. Et puis peut-être sur la biomasse, Boris parlait de l'impact aussi sur les prélèvements. Enfin, tous nos scénarios envisagent de multiplier par 2 la valorisation énergétique de la biomasse à l'horizon 2050, principalement de la biomasse agricole, d'origine agricole. Il faut avoir en tête qu'effectivement, la nécessité d'avoir une vision systémique est quand même importante pour vérifier qu'on ne dégrade pas le puits de carbone, c'est ce que disait Boris tout à l'heure, et que d'autre part, ça repose aussi sur des changements de société qui sont importants, et notamment, je le cite parce qu'il n'est pas négligeable et souvent pas forcément toujours accepté, mais la réduction de la part du cheptel bovin notamment, puisque vous savez qu'il y a 80% de la surface, 75% de la surface agricole française aujourd'hui qui est une surface pour l'alimentation animale. Et donc ces scénarios, mais que ce soit les scénarios de l'ADEME ou scénarios de la SNBC, envisagent une baisse de cette part agricole pour l'alimentation animale, ce qui permet justement d'identifier du gisement pour faire de l'énergie et notamment du biocarburant. Voilà. Il faut avoir en tête que la vision énergétique induit aussi des questions sur les régimes alimentaires. Bien. Monsieur le rapporteur, Lévy, Sollogoub, Nadia. Bon, simplement avant de se quitter, vous avez fait 4 scénarios, et puis pour aller vers la décarbonation en 2050, et vous avez parlé de 3 scénarios pour l'aérien. Sur ces 3 scénarios, est-ce que ces scénarios arrivent en 2050 à la décarbonation ? Et est-ce qu'ils y arrivent tous les 3 ou est-ce qu'il n'y en a qu'un qui arrive ou aucun? Et celui qui arrive le plus proche de la décarbonation, qu'est-ce que ça implique? Je vais laisser David répondre. Alors, de mémoire, alors oui, effectivement, l'idée c'était bien de bâtir des scénarios le plus proche de la neutralité carbone. Alors, ils arrivent tous à un niveau élevé de décarbonation de l'ordre de 70%, je dirais. Mais avec des leviers différents. Voilà.
C'était le cadrage de cette étude-là. Soit on décarbone via les leviers technologiques, soit on décarbone via des leviers plus comportementaux, et un scénario qui est entre les deux. Voilà. Je vous dirais des bêtises si j'allais plus loin, mais voilà, les trois scénarios arrivent à un fort niveau de décarbonation. Et ce qui était intéressant, c'est que ces scénarios, ils ont été bâtis avec la filière, donc à la fois les compagnies aériennes, etc. Donc c'est une co-construction, c'est intéressant d'avoir cette démarche de co-construction, hein, puisque forcément la filière initialement cherchait plutôt à promouvoir le scénario où on conserve une augmentation forte du trafic. Finalement, la réflexion qu'il y a pu avoir avec eux montrait que les scénarios alternatifs pouvaient avoir une certaine pertinence également par rapport à des questions de coût ou des questions d'impact sur le prix du billet d'avion, par exemple. Mais il propose une forte réduction de l'utilisation de l'avion en termes de sobriété. Je n'osais pas le dire, mais si c'est vous qui le dites, c'est que vous avez pu vérifier. Non, mais On pourra rajouter tout à fait notre sujet, mais quand même. une 31e réponse au questionnaire, si vous voulez, avec justement la synthèse des conclusions de cette étude spécifique sur l'aérien. Oui. Alors c'est vrai que ça nous renvoie un peu à la multiplicité. On pourrait presque faire une cartographie d'ailleurs des procédures, des temporalités, des stratégies, etc. Parce qu'il y a quand même un scénario du CORAC, hein, qui est le Conseil de la recherche d'aviation civile, qui en gros réunit les pouvoirs publics et les chercheurs et les industriels. Bon, j'ai cru comprendre que la DGAC, la DGEC, notamment les industriels et autres, essayaient de se mettre d'accord sur un scénario. Et moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est quand même l'idée que les carburants, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup d'hydrogène pour l'aviation, que les carburants dits synthétiques durables permettraient, alors selon la filière semble-t-il, on va les entendre, hein, d'aller quand même beaucoup plus loin que les 70% que vous évoquiez tout à l'heure. Il y a un moment où il va falloir aussi aboutir à un certain nombre de décisions et investir, parce que vous l'avez rappelé, il y a les objectifs d'incorporation. Bon, il y a un seuil d'homologation à 50% aujourd'hui dans le kérosène. Est-ce que le seuil pourra être relevé? Sans doute faudra-t-il le faire, mais il faut le faire avec des précautions d'usage quand même, pour regarder dans le temps ce que ça donne. On devrait quand même aboutir à quelque chose qui est que dans les 25 prochaines années, c'est d'abord les carburants synthétiques durables qui vont permettre de faire un grand pas pour la décarbonation de l'aérien. Après, jusqu'où ça nous amène et à quel moment on peut bâtir un scénario différent sur l'hydrogène. Voilà. Peut-être que les deux, d'ailleurs, peuvent d'une certaine manière converger, parce que pour faire du carburant synthétique durable, il faut de l'hydrogène. Enfin, en tout cas, c'est une bonne façon d'en faire. Donc sans doute y a-t-il des intérêts communs. Voilà, enfin, sur ce point-là en particulier, mais bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup de tous les éléments que vous nous avez apportés. Hein. Alors on vous a challengé, mais c'est normal, hein, pardon de l'anglicisme, mais en tout cas c'est très éclairant, et on poursuivra sous l'autorité du président avec les différents acteurs de la filière ou des filières en question. Bien, messieurs, merci de nous avoir accordé du temps et merci de votre éclairage. Simplement